Quel est le meilleur film Batman? La plupart d'entre vous répondront The Dark Knight. Le deuxième volet de la trilogie de Christopher Nolan est un film intense, brillamment écrit et porté par une performance d'acteur qui ne sera sans doute jamais égalée. Mais et si je vous disais que ce film n'aurait pas dû être le meilleur Batman? Et si je vous disais qu'un autre opus de la trilogie aurait dû prendre sa place de meilleur film de super-héros de tous les temps? On est en 2012 quand sort le film qui est censé conclure la saga, The Dark Knight Rises, et il avait tout pour être légendaire. Toujours plus ambitieux, plus démesuré en enchaînant des scènes au visuel dingues, il avait tout pour terminer la trilogie en apothéose en nous offrant l'expérience Batman ultime. Et pourtant, ce n'est absolument pas ce qui s'est passé. Le film n'est pas mauvais, il reste même très bon, mais on est très loin du chef-d'œuvre qui aurait dû se produire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, on va se mettre d'accord tout de suite, c'est pas une petite scène de mort ratée qui a fait basculer l'entièreté du film. Non, prendre Marion Cotillard comme bouc émissaire c'était marrant 2 minutes, mais elle n'a absolument rien à voir avec cette sensation de rien qu'on ressent à la fin du film. Non, si The Dark Knight Rises n'est pas devenu le meilleur film Batman de tous les temps, c'est à cause d'une erreur. Une erreur terrible qu'un réalisateur aussi excellent que Christopher Nolan n'aurait jamais dû laisser passer. Et encore aujourd'hui, je ne comprends pas comment il a pu tomber dans l'un des pièges les plus basiques de l'écriture d'un scénario. Alors, mesdames et messieurs, accrochez-vous bien car dans cette vidéo, on va découvrir la terrible erreur qui a détruit The Dark Knight Rises. Ok, avant de s'occuper de l'erreur qui a détruit Rises, il faut d'abord qu'on s'occupe de l'erreur qu'a fait une grosse partie du public, et j'en fais partie, lors de leur premier visionnage. Celle de penser que le problème du film sont les plot holes. Bane qui veut détruire Gotham mais qui prend la peine de mettre un compte à rebours, histoire d'attendre Batman qui lui était plutôt pressé puisqu'il se téléporte du fin fond du Moyen-Orient à Gotham en quelques minutes, histoire d'aider la ville puisque l'entièreté de la police a été piégée dans un tunnel. Sauf que c'est une erreur monumentale. Pourquoi? Eh bah parce que ça montre qu'on avait juste rien compris à ce qu'était une vraie bonne histoire. Mais vous inquiétez pas, ça va vite changer. Imaginons 2 secondes que Bane ait une volonté alignée avec ses actions et qu'on rajoute un petit montage de Batman qui revient jusqu'à Gotham. Réfléchissons juste. En quoi le scénario serait vraiment impacté? En quoi l'évolution des personnages, ce que veut nous raconter l'histoire, serait modifié? Eh bah, en rien. Tous ces plot holes ne concernent que le comment de l'histoire. Or, ce qui nous intéresse nous, ce qui est la colonne vertébrale de tout scénario, c'est le pourquoi. C'est pas comment il retourne à Gotham qui nous intéresse, c'est pourquoi il y revient. Donc, apporter des réponses à tous les comment de ce film, ça n'y changerait pas grand chose. Il y aurait sans doute un petit peu plus de cohérence, ce qui fait toujours plaisir, mais rien de plus. Les plot holes ne sont pas responsables des problèmes du film et sont même en réalité leurs conséquences. Sauf que ce qui est génial, c'est qu'en écartant l'idée que ces incohérences ont détruit le film, on vient justement de trouver la piste qui va nous permettre de trouver l'énorme erreur de Rises. Bah ouais, si c'est pas comment qui coince, alors c'est pourquoi. Après environ 1 heure de film, Bane brise Batman. En plus d'être une belle référence, cette scène est ce qu'on appelle le midpoint d'un scénario. C'est un événement logiquement marquant qui sépare le deuxième acte en 2 parties. Un point de bascule dans les péripéties qui cause un retournement de situation ou un changement chez le protagoniste qui le mèneront plus tard au climax. Autrement dit, c'est une scène capitale dans l'évolution du protagoniste, une scène qui doit absolument faire écho à son thème. Puisque, pour rappel, l'évolution d'un protagoniste se fera toujours autour d'un thème, d'une idée directrice. Dans Batman Begins, au début, Bruce n'arrive pas à contrôler sa peur, puis évolue pour apprendre à la contrôler et finit par battre le méchant qui utilise la peur, c'était l'antagoniste parfait. Le thème, c'était donc la peur. Maintenant, pour trouver le thème de cette scène, bah c'est assez simple. Qu'est-ce qu'il se passe à l'écran? Batman se fait battre, donc le thème sera présent dans la question pourquoi il se fait battre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, pas comment, mais pourquoi. Si Batman est battu, c'est pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'il s'est fait trahir par Catwoman, parce qu'il a accordé sa confiance trop facilement, et deuxièmement, parce que, comme le dit Bane, Batman s'est ramolli à force d'être habitué à être le plus fort. On a donc 2 thèmes qui ressortent clairement, la confiance et l'humilité, et pour l'instant, bah c'est juste génial en fait. On a une scène franchement réussie visuellement, qui porte des thèmes solides, qui sont d'ailleurs dans le prolongement d'un film qui commence très bien, puisqu'on nous a même déjà introduit à l'idée que Batman est rouillé, bref, tout ça sent très bon. On a du mal à voir le problème. Tiens, vous savez quoi? Ça sent tellement bon qu'on va pas prendre le temps de regarder le reste du film. Non, on a confiance en Nolan. On va directement aller au climax. La deuxième grande confrontation entre Batman et Bane lors de la revanche. Et pour rappel, lors du climax, le protagoniste doit être confronté à un test qui validera ou non tout ce qu'il a appris durant son évolution. Ce deuxième combat devrait donc sûrement être en lien avec les thèmes qu'on vient de trouver. C'est fini? Ah non, il est encore vivant, il va sûrement se passer un truc. Bah on a un problème là.
Il est où le test? Ils sont où les thèmes du protagoniste? Il se fait bien trahir derrière, mais de 1, c'est trop tard, le climax c'était avant, et de 2, c'est une autre personne, donc ça fonctionne même pas vraiment. Et pire encore, pendant le combat, Batman ne fait rien de spécial, rien de différent d'avant, qui marquerait son évolution. Il ne le bat pas en changeant quelque chose, et pourtant c'était pas l'occasion qui manquait. Pendant leur première rencontre, Bane lui dit qu'il se bat comme un jeune homme, en préférant l'offensive, quitte à négliger sa défense, alors qu'il ne peut plus autant encaisser qu'avant. Alors est-ce qu'il a appris de son erreur et se bat désormais en faisant beaucoup plus attention? Non. Le climax est vide, il ne permet pas à Batman de terminer son évolution, ne met en avant aucun thème particulier, ne montre même pas un rapport si différent entre Bane et Batman. C'est juste un deuxième combat, où cette fois, Bane a perdu. Et ça, c'est un énorme problème. Si le climax est raté, alors l'évolution du protagoniste est ratée. Et si l'évolution du protagoniste est ratée, c'est tout qui est raté, et notamment le thème de l'histoire. Comme l'évolution suit un thème, alors si elle est ratée, la morale de l'histoire, son message par rapport au thème, ne pourra pas être délivré. Mais ça, c'est pas le pire. Non, en réalité, le problème va bien plus loin qu'un mauvais climax, car le scénario avait déjà été grandement dégradé, bien avant cette scène. Ok, voici Sid Field. C'est un grand théoricien du cinéma qui en 1979 a sorti un grand livre nommé Screenplay, dans lequel il va définir de façon claire la structure scénaristique la plus connue de tous les temps, la structure en 3 actes. Et autant vous le dire tout de suite, Rises a été construit selon cette structure, mais ce qui nous intéresse nous, c'est ça. Les points pivots. C'est ce qu'on considère comme les climax de l'acte 1 et 2. Ce sont des scènes qui changent fortement le cours du récit. Généralement, celui de l'acte 1 correspond à une prise d'action, Bruce reprend le costume de Batman, et celui de l'acte 2 met le protagoniste dos au mur, et dans notre cas, au fond du trou. Durant une grosse partie de l'acte 2, Bruce va se retrouver dans une prison, en forme de puits. Le twist, elle peut être escaladée, mais personne, à part un enfant, n'a jamais réussi l'ascension. Alors Wayne essaye, mais échoue, encore et toujours. Et puis, il finit par comprendre que le seul moyen pour réussir le grand saut est de s'abandonner à la peur, de craindre la mort et donc de le faire sans corde. En fait, sans cette peur de la mort, cet instinct de survie, personne n'est capable d'un tel exploit. Ce qui nous amène à notre point pivot. Il a réussi. Bruce a passé l'épreuve du saut, a recommencé à craindre la mort et donc à s'accrocher à la vie, ce que, spoiler, Bane n'a jamais réussi à faire. Le thème de cette séquence particulièrement, de cette évolution à l'intérieur de l'évolution globale, est super intéressante, très philosophique et je trouve très cinématographique. Pourtant, toute cette séquence ne sert à rien. On peut la raccourcir, la retirer de l'histoire et à part permettre à Gotham de perdre Batman pendant quelques mois, elle ne sert à rien du tout. Mais justement pas parce qu'elle ne veut rien dire, non, mais parce qu'elle raconte quelque chose qui n'a rien à voir avec le reste de l'histoire, ou vu d'une autre manière, c'est l'histoire qui n'a rien à voir avec elle. Dans tous les cas, elle n'a rien à faire là. C'est une belle séquence, un beau point pivot, mais il ne porte pas le même thème que le reste du film, et donc ne raconte pas la même histoire. Car certes, Bruce va énormément évoluer dans ce trou, mais cette évolution ne lui sert à rien d'autre que de s'échapper. Craindre la mort ne lui permettra pas de battre Bane, ou de ne plus accorder sa confiance à n'importe qui. C'est comme si en plein milieu du petit chaperon rouge, elle se mettait à combattre la déforestation, quoi. C'est beau, mais à la base, le thème c'était « Les enfants, n'ouvrez pas vos portes aux inconnus ». Quand on construit une histoire, c'est primordial de choisir. Dans The Dark Knight, l'histoire est complexe. Le Joker est un fou qui frappe aléatoirement, les retournements de situation et les révélations s'enchaînent dans les deux camps, bref, le scénario a été très intelligemment écrit pour parfaitement représenter son antagoniste, pour représenter le chaos. Mais comment un script créé pour être chaotique peut-il être si réussi, si percutant, si clair? Eh bien, parce que malgré que ces scènes soient brutales, surprenantes et partent un peu dans tous les sens, elles sont toutes reliées par un thème clairement défini. Le Joker et Batman vont littéralement se battre pour l'âme de Gotham en se positionnant d'un côté et de l'autre de la balance, et toutes les scènes du film, toutes les séquences, tous les personnages agiront tous autour de ce thème. Harvey Dent qui est la représentation vivante des deux côtés de ce conflit, Gordon qui fait croire à sa mort à sa propre famille, Joker qui demande à la population de tuer un homme pour éviter l'attaque d'un hôpital. Et puis surtout, lors du climax, on a certes un combat entre Batman et le Joker, mais il est vite expédié pour laisser place au vrai combat. Deux bateaux, un plein de prisonniers, l'autre rempli d'habitants. Si avant minuit, l'un n'a pas fait sauter l'autre, tout le monde meurt. Elle est là, la bataille pour l'âme de Gotham, juste devant nos yeux, au moment le plus important du film, parce que dans une histoire, c'est le thème qui est roi. Et The Dark Knight Rises, à l'image de ce que souhaitait Bane pour Gotham, n'a pas de roi. Pas parce qu'il n'a aucun prétendant, non, justement parce qu'il en a beaucoup trop. Confiance, humilité, mensonge pour le bien commun, la lutte des classes, la peur de la mort et l'importance de la vie, le sacrifice. Si Bane voulait faire régner l'anarchie, au final dans le film, c'est surtout l'anarchie des thèmes qui se ressent. Parce que qu'on soit d'accord, aborder plusieurs thèmes, c'est pas un problème. D'ailleurs, généralement, dans les bonnes histoires, chaque personnage, même secondaire, a son petit
petit thème et sa petite évolution, mais il faut absolument qu'il y en ait un qui domine. Il faut en choisir un qui sera le thème principal et donc le thème du protagoniste. Un thème qui sert de fil rouge pour relier les scènes et surtout les séquences principales. Si on peut parler d'autre chose dans des temps faibles ou de petites scènes pour développer les personnages, le midpoint, le climax ou les points pivots, eux doivent être reliés par ce thème principal car ils forment le cadre de l'histoire. C'est eux qui font avancer l'histoire, alors s'ils partent chacun dans une direction différente, ça ne peut pas fonctionner. Il n'y a plus d'histoire, seulement plein d'événements qui s'enchaînent. Et c'est pour cette raison qu'on a l'impression qu'on pourrait supprimer la séquence du trou alors qu'elle représente presque un acte entier. L'erreur qui a détruit The Dark Knight Rises n'est pas de ne pas avoir de thème, de, comme beaucoup d'autres films de super-héros, délaisser l'histoire pour se concentrer sur les scènes d'action, mais plutôt d'avoir voulu en faire trop, d'avoir voulu tout aborder. The Dark Knight Rises a un problème de thème, et il en a trop, et Nolan n'a pas réussi à en sélectionner un pour baser son film dessus. Sauf qu'avant de partir de cette vidéo, d'ailleurs merci si vous êtes encore là, il faut quand même qu'on se pose une dernière question. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Nolan et son équipe ont commis une erreur aussi grossière, surtout après avoir sorti une pépite aussi excellente que The Dark Knight? Et bah le problème, il vient justement de cette pépite. Ok, est-ce que vous connaissez le syndrome du deuxième film? Il y a une malédiction au cinéma qui dit que si un premier film a rencontré un grand succès, alors sa suite sera sûrement un énorme échec. Les équipes auront soit du mal à reproduire la même expérience, soit n'arriveront pas à la dépasser et se rateront complètement en essayant. En cherchant un peu, on se rend compte que les symptômes de cette malédiction sont un second film trop ambitieux avec un projet qui finit surchargé tellement le réalisateur voulait faire plus grand, ce qui engendre une narration déséquilibrée, une perte de focus thématique, une difficulté à créer un climax à la hauteur du précédent. Ouais, c'est exactement ce qui est arrivé à Rises. The Dark Knight a mis la barre trop haute et je pense que seul le temps arrive à montrer à quel point c'est le cas. Encore aujourd'hui, près de 15 ans plus tard, il est toujours le meilleur film de super-héros de tous les temps. Alors imaginez les attentes pour Rises à l'époque. Sauf qu'à cause de la mort tragique de l'acteur du Joker, Heath Ledger, Rises ne peut pas construire par-dessus The Dark Knight, ne peut pas l'utiliser comme tremplin. Il doit faire mieux qu'un film presque parfait, mais en recommençant à zéro. Nolan a voulu faire plus grand, plus impressionnant et raconter plus de choses qu'un film qui, plus d'une décennie plus tard, n'est toujours pas dépassé. Et on ne pourra jamais le lui reprocher, mais c'est ce qui a détruit The Dark Knight Rises. Bon, si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que si le contenu sur The Dark Knight, qui est d'ailleurs un de mes films préférés, est ultra présent sur YouTube, et ça ne me dérange pas, hein, et bah on trouve peu de vidéos qui parlent de son successeur et surtout qui met des mots sur ses problèmes. Je tiens tout de même à rappeler que soulever les problèmes d'un film ne veut pas dire qu'il est mauvais ou qu'on ne peut pas l'apprécier, parce que j'ai vraiment bien aimé le film, mais je trouve vraiment dommage qu'il n'ait pas atteint son plein potentiel. D'ailleurs, en parlant de potentiel, j'aimerais bien savoir quel est votre film Batman préféré et surtout si vous croyez à la prochaine trilogie avec Robert Pattinson. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, et si vous voulez découvrir le message choquant d'Andor, cliquez sur cette vidéo. Sinon, c'était Vibra et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.